Mais comment est-ce que les partis politiques réussissent-ils à aller chercher des votes? C'est la question que je me suis posée et afin d'y répondre, j'ai approché Monsieur Thierry Giasson de l'Université Laval. Le professeur titulaire m'a donné les bases du marketing politique, de même qu'il m'a donné quelques commentaires en lien avec la campagne 2025 et ce sujet. Donc afin d'en connaître plus en lien avec le marketing politique, je vous invite à écouter l'intégralité de l'entrevue qui suit. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner et de me laisser savoir en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et avec qui vous voudrez que je m'entretienne ou quel sujet vous vouliez que je traite dans les prochains jours. Et en même temps, vous pouvez mettre un petit pouce, c'est toujours très apprécié. Enfin bref, je vous laisse avec l'entrevue avec Monsieur Thierry Giasson de l'Université Laval, qui a commencé vraiment en expliquant c'était quoi le marketing politique. Quand on mentionne le terme de marketing politique, il y a toutes sortes de réalités qui viennent à l'esprit des gens, puis ça ne correspond pas nécessairement à ce qu'est le marketing politique. Donc, le marketing politique, c'est l'application des principes du marketing commercial à l'activité politique, à l'élaboration des campagnes politiques, à la gouvernance. Donc, ces principes-là du marketing commercial, ils posent en fait qu'on développe un produit ou un service en allant chercher de l'information sur les besoins des gens à qui on destine ce produit-là. Donc, ça implique, le marketing politique, de faire un travail de recherche très important sur l'électorat. Donc, on va chercher énormément d'informations sur, évidemment, en politique, là, sur les habitudes politiques, les préoccupations sociales, les préoccupations politiques des gens, sur la perception que les gens se font d'un parti politique idéal, d'un politicien idéal, d'un chef idéal. On va leur demander dans des sondages, dans des groupes de discussion, ce qu'ils pensent de la vie politique. On va les écouter, on va relever des informations liées aux termes, au vocabulaire que les gens emploient. Et ça va nous amener à prendre des décisions stratégiques pour ultimement arriver à une offre politique. Donc, la première étape du marketing politique, parce que c'est un processus en 2 phases et en 6 étapes. Donc, la première étape, c'est ce qu'on appelle faire de la recherche. Donc, faire une étude de marché, pour reprendre des termes de marketing, sur la composition d'électorat. Donc, on va aller chercher des données qui viennent de sondages, des sondages qui ont été produits par les partis, qui ont été commandés à des firmes de sondage. On va aller chercher de l'information sur les habitudes de consommation des électeurs, des gens de la population qui vont être en élection dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, parce que c'est souvent quelque chose qui se fait de nombreux mois à l'avance. On peut commencer l'élaboration d'une campagne électorale 12 mois, voire parfois 18 mois avant l'échéance du début de l'élection. Donc, on va chercher de l'information d'abord sous forme de sondage. On collige ces informations-là dans des bases de données qui sont en plus mises à jour de façon assez régulière. On va chercher, on essaie d'aller chercher des adresses de courriel, des adresses résidentielles. On va avoir le plus d'informations sociodémographiques sur les gens. Puis ce qui est bien pour les partis politiques, c'est peut-être un peu moins bien pour nous, c'est que Élections Canada et Élections Québec donnent accès à l'ensemble des informations qui sont dans la liste électorale permanente aux partis politiques qui font campagne auprès des électeurs du Québec. La plupart des organismes de gestion électorale à travers le Canada font la même chose. Donc, dans chaque province, il y a un agent ou une organisation qui est responsable de la gestion électorale et il y a une liste électorale permanente et les informations sont communiquées aux partis pour, selon les lois électorales, leur permettre de faire de la communication auprès des citoyens. Mais ce que les partis font, en fait, c'est qu'ils intègrent l'ensemble de ces informations-là qui vont jumeler avec des informations d'autres sources. Je vous le disais tout à l'heure, ça peut être des informations sur les habitudes de consommation et ils vont identifier des profils. Donc, on va faire ensuite ce qu'on appelle de la segmentation. Donc, on va, par différents processus analytiques, des régressions logistiques, maintenant on utilise aussi des processus algorithmiques, aller chercher les données ou traiter les données qui sont consignées dans la base de données pour identifier des profils d'électeurs.
Et habituellement, ces profils-là peuvent être répartis à travers le territoire. Donc, il peut y avoir des profils qui sont présents dans presque toutes les circonscriptions, des profils qui sont plus circonscrits à des régions ou à des circonscriptions précises. Donc, on segmente l'électorat en profils. Évidemment, dans ce profilage-là, il y a la probabilité qu'une personne puisse voter pour nous, sa proximité avec les valeurs des électeurs de la base du parti. Donc, on essaie de trouver dans les électeurs qui n'ont pas voté pour nous des gens qui pourraient, parce qu'ils partagent des caractéristiques avec nos électeurs de base, nos militants, nos sympathisants, les gens qui votent pour nous tout le temps, essayer de trouver des segments qu'on pourrait tenter de faire bouger. Donc, on va ensuite cibler ces segments-là. Donc, l'étape suivante, c'est ce qu'on appelle le ciblage, où là, on va déterminer à travers la multitude de segments que le processus de segmentation va nous avoir permis de faire, les segments cibles. Donc, les segments pour lesquels on a, et ça c'est validé par, encore une fois, des modèles statistiques, on a identifié des probabilités fortes qu'ils puissent changer d'opinion ou qu'ils puissent venir chez nous. C'est soit des gens qui hésitent entre voter pour un parti et voter pour un autre, des gens qui ont peut-être déjà voté pour le parti dans le passé, mais qui maintenant votent pour un autre pour toutes sortes de raisons. Donc, on identifie ces cibles-là. Ensuite, on va focaliser, parce qu'on leur a demandé ça au tout début du processus, sur leurs besoins. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens-là? C'est quoi leurs besoins, leurs aspirations politiques? Qu'est-ce qui les préoccupe? Qu'est-ce qui est important pour eux? Et on va, dans la phase suivante, qui est la phase de positionnement, développer un programme politique qui répond ou qui tente de répondre à ces aspirations-là, de manière à pouvoir parler aux cibles précisément, puis leur dire, écoutez, nous, on vous entend, on partage votre préoccupation sur ça, et voici ce qu'on vous propose, en sachant que ce qu'on leur propose, ça va dans le sens de ce que ces gens-là auront énoncé comme étant leurs préoccupations, leurs besoins, leurs attentes, leurs aspirations. Donc, on conçoit un programme politique, et ça vient clore ce qu'on appelle la première phase du marketing politique, qui est la phase de marketing stratégique. Donc, le positionnement, là, ça permet d'élaborer l'offre qu'on va faire aux citoyens lors de l'élection. La deuxième phase, c'est la phase de marketing tactique où là, on pense les outils de communication qu'on va utiliser pour pouvoir présenter cette offre-là aux bonnes personnes, aux gens à qui on veut parler. Et donc ça va comprendre l'élaboration de messages publicitaires. Ça va comprendre aussi la production d'une plateforme, d'un programme qui va être accessible sur un site web ou dans des formats papier, des dépliants, de l'affichage, un slogan. Et tout ça s'arrime aussi aux valeurs du parti parce que oui, on va tenter de parler à certains électeurs qui ne votent peut-être plus ou pas pour nous normalement, mais on va devoir rester cohérent avec ce qu'on offre à nos militants, puis aux raisons qui font qu'il y a des gens qui votent pour certains partis et pas pour d'autres. Donc, on ne peut pas proposer des choses qui vont à l'encontre de notre base militante. Il faut être cohérent avec la personnalité du parti, l'histoire du parti, ses traditions, pour maintenir la base militante avec nous. Donc, on ne veut pas s'aliéner sa base militante pour aller faire quelques gains d'électeurs additionnels. Donc, il faut s'assurer que ce qu'on va proposer de nouveau ou à des nouvelles clientèles puisse être bien accepté par notre base militante. Donc, on va préparer des messages qui vont permettre de parler à la base militante, de parler aussi à ces cibles qu'on a identifiées. On va penser aussi à un plan de placement média. Donc, on va identifier les espaces médiatiques, et ça peut être des médias dans des espaces médiatiques dans les médias traditionnels, mais aussi dans des médias numériques, sur les grandes plateformes de médias sociaux numériques. Et donc, on va identifier les endroits où les gens à qui on veut parler ont la probabilité la plus importante d'être présents sur ces médias-là ou de consommer ces médias-là. Et on va développer des messages qui correspondent aux caractéristiques des médias par lesquels on va tenter de rejoindre les gens. Et donc, ces deux dernières étapes-là, ce sont les étapes là, de l'élaboration du message et ensuite de la diffusion du message.
Alors ça, l'ensemble de cette structure-là, l'ensemble de ce processus-là, c'est ce qu'on appelle le marketing politique. Donc, on développe une offre politique sur la base d'attentes, d'une recherche approfondie qui a été faite sur l'électorat et d'attentes, d'aspirations qui sont énoncées par des électeurs qu'on a ciblés après avoir fait une analyse approfondie et une segmentation de l'électorat pour identifier les gens qui ont une probabilité importante de réagir positivement à l'offre du parti. Voilà. Excellent. Donc, comment ça a évolué? Oui, bon, on va retourner à ma question. Oui, l'évolution un peu, aujourd'hui, on est rendu où? C'est un peu... Donc, on utilise à travers le monde cette approche-là depuis probablement les années 60. Ça fluctue un peu. L'arrivée de la télévision a joué beaucoup là-dedans, les médias de masse. Puis, la compréhension aussi qu'il y a des électeurs qui sont peut-être de moins en moins fidèles au même parti. Et l'obligation à ce moment-là de devoir trouver des électeurs qui ne sont pas nécessairement des militants ou des adhérents naturels au parti politique. Le politologue Tom Flanagan va parler de l'obligation pour les partis politiques de construire une coalition minimale de victoire. Dans notre système politique, qui est un système, en fait, notre système électoral, qui est un système électoral majoritaire à un tour, le parti qui remporte la majorité, c'est une majorité simple, la majorité, le plus grand nombre de voix, remporte le siège. Et le parti qui remporte le plus grand nombre de sièges remporte le pouvoir et devient le gouvernement. Donc, c'est mathématique. Il faut être capable de mobiliser suffisamment d'électeurs. Puis des fois, c'est 10 électeurs dans un bureau de vote. Des fois, c'est 5 électeurs. Des fois, c'est 200. Mais donc, c'est un travail qui se fait de façon très granulaire, bureau de vote par bureau de vote, où on identifie d'abord les circonscriptions où on a perdu de peu et les circonscriptions où on a gagné de peu pour les garder. Donc, on identifie dans ces circonscriptions-là, d'une section de vote à l'autre, d'un bureau de vote à l'autre, les endroits où on pourrait faire des gains. Et donc, on fait ce qu'on appelle du pointage. Donc, il y a des équipes de militants qui ont pour responsabilité de relancer des électeurs qui vivent dans des codes postaux, dans des sections de vote spécifiques pour s'assurer, d'abord pour comprendre pour qui ils veulent voter. Donc, quand on les appelle, on leur demande si ils envisagent de voter. D'abord, le militant ou la personne qui est au téléphone se présente, elle dit pour quel parti elle travaille et elle demande aux citoyens à qui elle s'adresse, qui a été ciblé. C'est quelqu'un qui vit dans une circonscription où le parti a une visée, voudrait faire un gain, voudrait asseoir ou étoffer sa victoire de l'élection précédente. On va leur demander pour quel parti ils veulent voter. C'est quoi leur probabilité de voter pour ce parti-là? Est-ce que leur décision est prise? Est-ce qu'ils pourraient changer d'idée? Donc, si les gens disent qu'ils hésitent, on va engager une conversation un peu plus poussée avec eux, on va leur parler des offres du parti. Donc, tout ça, c'est scripté. La personne a des réponses aux questions qui sont déjà écrites. Et puis, parfois, donc, on peut le faire au téléphone, puis on va le faire aussi en porte-à-porte. Donc, les candidats, mais plus souvent des militants du parti, vont cogner à certaines portes, à certaines adresses, dans certaines circonscriptions pour comprendre la probabilité que des gens puissent appuyer le parti. Et on entre des informations en temps réel dans la base de données du parti politique pendant la campagne électorale, dans ces activités de pointage-là, pour déterminer où on va être capable d'aller chercher les électeurs dont on a besoin pour constituer cette coalition minimale de victoire qui va nous permettre de franchir le seuil de la majorité de vote qui va nous permettre de remporter le siège, plusieurs sièges, puis éventuellement le pouvoir. Donc, les partis au Canada, aux États-Unis, on dit là, depuis les années 60, c'est assez ancré là, dans les façons de faire. Chez nous, les partis utilisent des sondages, veulent comprendre qui est au cœur de l'électorat, où vont les intentions de vote. Ce qu'on observe, c'est que depuis, je dirais, le tournant des années 90, avec les échecs constitutionnels, le fait que
un grand parti, en fait, deux grands partis nationaux se sont un peu défragmentés, le Parti libéral et le Parti progressiste conservateur à l'époque, ont amené la création de partis régionaux qui ont pompé beaucoup, beaucoup de votes. Et ça a créé des parlements successifs là, de 1993 jusqu'à, on peut dire même jusqu'à aujourd'hui, des parlements qui sont très fragmentés, où on a un gouvernement, puis une succession de gouvernements minoritaires aussi. Là, les partis se sont dit, OK, il faut qu'on conçoive l'électorat différemment. Les électeurs sont moins fidèles idéologiquement, sont moins des fidèles partisans, des partisans loyaux. Et donc, comment on fait pour entretenir une relation avec des électeurs qui ont, entre autres, une opinion assez négative de la politique, une opinion assez négative des partis, de la gouvernance. Donc, les conservateurs ont été les premiers, le nouveau parti conservateur qui a été fondé en 2002, je ne vais pas dire n'importe, 2001 ou 2002, je pense. Et donc, il va faire sa première campagne électorale à l'élection de 2003-2004, qu'ils vont perdre, ils vont arriver deuxième, mais le Parti libéral va avoir un gouvernement minoritaire qui va rester au pouvoir très peu de temps. Et donc, en 2005-2006, il y a une autre élection qui arrive et le Parti conservateur remporte l'élection. Et dans l'intervalle entre la création du parti et cette élection là, de 2005-2006, on va créer un nouvel outil au Parti conservateur qui est une base de données où on va colliger énormément de données, où on va profiler les électeurs canadiens pour essayer d'identifier des électeurs qui pourraient voter pour le Parti conservateur et qui traditionnellement ne l'ont pas fait dans le passé. Et c'est là qu'on va utiliser des nouveaux outils. On va, oui, continuer à utiliser des données de sondage, mais on va aller acheter des données, par exemple, de courtiers en données qui vendent des données commerciales, des données d'habitude de consommation, des données de carte de crédit. Ils vont pairer ça avec des données sur la composition sociodémographique des électeurs, les caractéristiques sociodémographiques géographiques de certaines circonscriptions, pour essayer de comprendre un peu mieux qui sont les électeurs canadiens, puis de façon presque granulaire. Là. Et ils ont, comme je le disais tout à l'heure, identifié certains profils à qui ils devaient parler, puis des profils, puis ça c'est important, à qui ça servait à rien de parler. Donc, de comprendre qui sont nos vrais adversaires, des gens à qui ça ne sert à rien de parler, parce qu'ils ne voteront jamais pour nous, parce que leurs valeurs sont diamétralement opposées à celles du parti ou à celles des militants du parti. Mais il y a peut-être, par contre, et c'est ce que les conservateurs vont avoir observé, il y a d'autres segments de l'électorat qui sont disponibles. Et on va créer une plateforme électorale avec plusieurs petites promesses nichées qui parlaient à différents types d'électeurs, des congés pour beaucoup les parents, la classe moyenne. Puis dans la classe moyenne, certains groupes de citoyens, par exemple les travailleurs techniques, en offrant des crédits pour remplacement des outils, par exemple, en remboursant des abonnements aux activités sportives et culturelles des enfants dans les familles. Donc, on offrait toutes sortes de crédits d'impôt nichés, de baisse de tarifs nichés à différents groupes qui avaient été ciblés par les conservateurs et ça leur a permis à l'élection, parce qu'ils ont poursuivi ça, ils ont bonifié leur stratégie et en 2008, ils vont remporter un mandat majoritaire. Donc, ils vont être capables de passer d'une coalition minimale de victoire qui ne leur permettait pas d'obtenir une majorité à une coalition minimale de victoire qui va leur permettre d'obtenir une majorité, qui va se renouveler en 2011, l'élection suivante. Donc, c'est ça, on se retrouve avec la grande différence, elle est là, des outils beaucoup plus, je vais dire efficaces, mais beaucoup plus précis dans la capacité à identifier
qui compose l'électorat, où ces électeurs-là se situent, et ça permet en fait de prendre des décisions lorsqu'on prépare la tournée du chef, la communication du parti, des décisions qui sont plus efficaces financièrement, donc qui vont être plus rentables financièrement, parce que une autre différence importante qu'il faut noter, c'est que aux États-Unis, où le marketing politique est devenu une industrie, là, il y a des consultants qui vendent des services, des boîtes de conseils en marketing politique qui vivent de ça, vendent des campagnes toutes faites à des partis politiques de tous les horizons. Dans la même boîte, on va préparer des campagnes pour des démocrates, on va préparer des campagnes pour des républicains. Ça n'existe pas chez nous. Donc, il y a des boîtes d'affaires publiques qui vont avoir dans leur service parfois du soutien. Il y a quelques petites compagnies qui font de l'accompagnement pour des différents partis, mais on n'a pas une industrie comme aux États-Unis. Et la raison est qu'on a d'abord moins d'élections ici, puis les partis ne peuvent pas dépenser autant qu'ils veulent. Les dépenses électorales, elles sont fixées par la loi électorale. Et ça implique de devoir faire des choix stratégiques, des choix qui vont être payants, d'investir l'argent là où le potentiel de retour, donc de génération de votes, est le plus important. Donc, je dirais que c'est ça, là, la grande transformation, on la voit au passage de l'an 2000, principalement, là, ça va être les conservateurs fédéraux qui vont être les fers de lance de ça, et ça va ensuite très rapidement, là, à l'élection de 2008, tous les partis vont avoir une plateforme, à 2011 aussi, une base de données qu'ils vont alimenter, ils vont faire de la segmentation, du ciblage, et voilà. Donc là, en ce moment, on est dans cette ère-là complètement. Là. Excellent, vous avez touché plusieurs points que je voulais aborder, donc c'est bien. Je me demandais pour l'élection actuelle s'il y avait une certaine stratégie qui définissait un peu l'élection en tant que telle ou une certaine stratégie qui était innovante de la part d'un des partis. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce genre-là en 2025? Non, je dirais non, parce que les partis ont pensé leur stratégie, puis on le voit, là, la plupart des partis ont des problèmes, à part les libéraux, puis même les libéraux, c'est pas nickel, là. Mais tous les partis d'opposition ont été pris de court quand Justin Trudeau a annoncé qu'il partait le 6 janvier et que Mark Carney est devenu chef du Parti libéral un mois et demi plus tard, là, au début du mois de mars, et que quelques jours après qu'il devienne premier ministre, il annonce qu'il convoque une élection. Les partis on prépare, parce qu'encore une fois, comme je vous le disais, une élection, ça se prépare plusieurs mois à l'avance. Ce qui fait que les campagnes, les stratégies, elles étaient prêtes parce que Justin Trudeau répétait déjà depuis 2 ans qu'il allait encore être le candidat à la tête du Parti libéral. C'est lui qui allait être le candidat au poste de premier ministre, qu'il allait défendre son bilan. Et là, avec ce qui s'est passé à la fin de l'année, avec le nouveau budget, le départ de Chrystia Freeland, ça a un peu précipité son départ. Les gens ont commencé à le lâcher dans son parti, donc bon, il a compris qu'il fallait qu'il parte. Et les partis d'opposition étaient pris de court. Ils n'étaient pas prêts à faire une campagne contre McCartney et ils n'étaient pas prêts non plus, je pense, à faire une campagne dans un contexte où le Canada était menacé par les Américains. Et ils n'ont pas compris non plus l'anxiété que ça allait générer chez les Canadiens, le sentiment de patriotisme que ça allait cultiver dans la population, le besoin d'être rassuré. Et donc, les conservateurs ont eu à basculer leur campagne, à changer complètement la stratégie de Pierre Poilievre, qui n'est pas un politicien qui est très... c'est un politicien qui est toujours à l'attaque, qui a une vision assez sombre du pays, qui dit toujours que le pays ne va pas bien. Donc là, il fallait basculer ça, parler d'espoir, pas avoir l'air agressif, être respectueux, essayer de se distancer le plus possible de Donald Trump, alors que
depuis que Donald Trump a remporté l'élection, il y avait des messages un peu conflictuels ou contradictoires sur son positionnement par rapport à lui, par rapport à Elon Musk. Donc ça a été un très gros travail à faire très vite. Le Bloc québécois était probablement ceux qui étaient le plus prêts à se lancer en campagne, mais le contexte va faire qu'ils vont perdre plusieurs comtés au Québec. Et puis le NPD, c'est complètement fou, là, c'est eux qui ont un peu précipité la chute des libéraux, à la fin, en fait, du gouvernement, en annonçant qu'ils allaient mettre un terme, puis ils ont annoncé ça là, au mois de septembre. Donc, ils mettaient un terme à leur alliance stratégique avec le Parti libéral qui est au gouvernement et qui avait permis au Parti libéral de se maintenir au pouvoir là, pendant 3 ans et un mois. Là. Donc, ils ont annoncé qu'ils mettaient fin à ça. Donc, logiquement, quand tu mets fin à une alliance, que ça pourrait mener à la chute du gouvernement rapidement, on peut présumer que tu es prêt. Tu as tes candidats partout, ta communication est prête, tout est prêt. Puis ce qu'on observe, c'est que ce n'est pas le cas du tout. Leur campagne est complètement désorganisée. Ici à Québec, le candidat dans la grosse circonscription de Québec-Centre, qui est la circonscription centrale de la ville de Québec, là, qui recoupe 4 ou 5 quartiers différents, le candidat néo-démocrate a sorti ses pancartes de 2021. Là. Il n'y avait pas de pancarte encore. Donc, puis on le voit, il y a très peu d'affichage. L'affichage est arrivé très tard. Il y a peu de documents qui ont été présentés aux citoyens. Moi, j'ai reçu mon premier dépliant d'un candidat la semaine dernière, puis j'en ai reçu un autre cette semaine. Donc, c'est trop tard. C'est ça, c'est difficile d'innover quand tu cours après l'essentiel. Puis l'essentiel, c'est d'avoir un programme, d'avoir des choses à dire contre ton nouvel adversaire que tu ne connais pas très bien, puis qui semble être très apprécié dans la population, qui semble avoir une cote de popularité importante, qui semble générer du respect. Donc, comment tu parles à cette personne-là, comment tu attaques cette personne-là sans avoir l'air de démoniser quelqu'un qui est un néophyte en politique, puis comment tu te démarques par rapport à une personne qui est capable de mettre en avant des faits de compétences qu'aucun des politiciens qui sont là ont. Là. Alors, ça a été un très gros défi. Donc, je ne pense pas qu'il y a eu de stratégie, je veux dire, innovante et originale dans cette campagne-là. Ils n'ont pas eu assez de temps pour faire ça parce qu'ils ont eu à basculer tous leur campagne. Puis, je vais dire les libéraux aussi. Les libéraux, ils avaient prévu de faire campagne avec Justin Trudeau, puis là, du jour au lendemain, ils ont 4 jours, 5 jours, entre le moment où Mark Carney devient premier ministre, puis il annonce, il va rencontrer la gouverneure générale pour annoncer, c'est une semaine, je pense, ou 10 jours, là, même pas. Donc, il faut tout préparer. Il y a des gens qui quittent, il y a des candidats qui ont annoncé qu'ils devaient quitter, donc il faut trouver des candidats dans d'autres circonscriptions. C'est un calendrier un peu inusité là, dans l'histoire récente canadienne. Donc, puis le contexte international fait que amène un défi additionnel. Là. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il faut se distancer des États-Unis. Il faut essayer de parler d'autres choses parce que quand on parle des États-Unis, c'est bénéfique pour Mark Carney puis pour les libéraux. Donc, c'est complexe. Alors non, je n'ai pas vu d'innovation. Mais j'ai peut-être pas tout vu. Puis je pense que j'ai pas tout vu. Je sais que j'ai pas tout vu. Et c'est ainsi que s'est conclue mon entrevue avec Monsieur Thierry Giasson. Merci encore à Monsieur Giasson d'avoir pris le temps de discuter avec moi afin de m'expliquer c'était quoi le marketing politique. N'hésitez pas à me laisser savoir ce que vous en pensez en commentaire et on va se revoir dans les prochains jours. Abonnez-vous pour ne rien manquer sur cette chaîne. Merci encore d'avoir été là. Au revoir.